En manchette ce soir, vague de démission à la bibliothèque de Rouyn-Noranda. Le manque de fonds financiers en serait la cause. On a été surpris quand même de ces démissions. Nouvelle politique familiale et des aînés en Abitibi-Ouest. C'est vraiment une démarche qui est extraordinaire avec beaucoup de consultations. Ça fait du bien de se faire confirmer par nos citoyens que nos idées, qu'on n'est pas complètement champ gauche. Et les salles de spectacle de la région souffrent de sous-financement. Ça va être extrêmement difficile pour eux. Ils ne peuvent pas survivre en faisant que des artistes locaux ou des artistes de relève. Là, c'est impossible. Bonsoir et bienvenue au TVA de 18h. Cette semaine, une série de démissions est survenue à la bibliothèque de Rouyn-Noranda. Et pour le moment, c'est la ville de Rouyn-Noranda qui va s'occuper de la gestion par intérim, qu'Emilia Laliberté a plus de détails. Le manque de ressources financières aura eu raison des derniers départs à la bibliothèque municipale de Rouyn-Noranda. Cette semaine, la directrice et tous les administrateurs ont quitté leur poste à la grande surprise de la mairesse Diane Dallaire. J'ai reçu l'avis du président à l'effet qu'il démissionnait suite au départ de la directrice générale. Et là, les démissions se sont malheureusement enchaînées. Il faut rappeler que l'établissement était administré par un organisme à but non lucratif et le financement provient majoritairement de la ville de Rouyn-Noranda. Mais selon le dernier rapport annuel de 2022, un déficit financier de plus de 150 000 $ était toujours présent. Pour la municipalité, il était toutefois primordial que les opérations de la bibliothèque se poursuivent normalement. On veut rassurer la population que les services à la bibliothèque se poursuivent. Pour nous, la bibliothèque, c'est primordial. Ça contribue à la qualité de vie de nos gens. Puis on sait qu'on a une belle bibliothèque qui est fréquentée, alors les services se poursuivent. De l'autre côté de la 117 à Val-d'Or, la bibliothèque municipale est opérée par la ville. Pour la directrice, c'est un facteur positif qui permet d'offrir de bons services aux résidents. Nous, on est géré par la ville de Val-d'Or, donc ce qui fait en sorte que le budget de fonctionnement, le budget pour les acquisitions, tout ça est alloué par la ville, par la municipalité. Vos réponses donc, à la question du jour TVA, une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest, donc, partout dans la région. C'est pour ça que notre équipe ça va peut quand vous même recevoir bien. pour un bilan de santé, une infection, le suivi de maladies chroniques et bien plus. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site web. Et à la question du jour, on vous demandait « Fréquentez-vous la bibliothèque de votre secteur ?» Vous avez répondu non à 62%. Bon, vous l'avez vu, on a eu un petit problème avec le reportage de Emilia Laliberté, mais on le repassera sûrement demain au TVA de midi. On va parler maintenant malheureusement d'une triste nouvelle. Un homme de 62 ans a perdu la vie ce matin vers 9h15 sur un chantier de construction du chemin de la Pointe à Saint-Mathieu-d'Aricana près d'Amos. Et selon la Commission des normes de la santé et de l'équité de la sécurité du travail, le travailleur aurait été écrasé par un mur qui se serait écroulé. Son décès a été ensuite constaté plus tard à l'hôpital d'Amos et la thèse d'un geste criminel a rapidement été écartée par la Sûreté du Québec qui a accouru sur place. La CNESST interroge l'entourage de l'employeur Construction VX Inc. afin de pouvoir déterminer les circonstances du malheureux événement. Et dans les faits divers, un homme et une femme dans la soixantaine ont été arrêtés mardi après une perquisition en matière de stupéfiants sur la 4e avenue à Val-d'Or. Les policiers de la Sûreté du Québec ont entre autres mis la main sur près de 25 000 cigarettes de contrebande, environ 300 grammes de cannabis illicite et 650 grammes de cocaïne. Les deux suspects dans l'affaire devraient revenir à la cour à une date qui n'est pas encore connue et ils pourraient faire face à des accusations de trafic de stupéfiants ainsi qu'en vertu de la loi concernant l'impôt sur le tabac. Et on se déplace en Abitibi-Ouest. Les différents acteurs du milieu de la MRC se sont rassemblés à la SAR hier soir pour discuter des objectifs de la nouvelle politique familiale et des aînés en forme 2023-2028, enjeux et solutions avec Anthony Dallaire. C'est sûr que plus nos gens sont satisfaits sur notre territoire, qui ont les services qu'ils ont besoin, et plus qu'on va les garder chez nous. Ensemble pour les jeunes et les aînés d'Abitibi-Ouest, c'est dans une salle remplie de maires et mairesses que la deuxième phase de la politique familiale et MADA dans la MRC a été lancée hier à la SAR. Le principe global de la MADA, en fait, c'est une consultation citoyenne qui nous permet le plus possible de toucher toutes les générations.
pour ensuite trouver les problématiques ou les besoins de ces générations-là, de développer un plan d'action, puis ensuite avoir quelque chose de concret sur quoi travailler. Assurer une meilleure qualité de vie aux jeunes et aux aînés, voici l'objectif visé par les acteurs du milieu. Du côté des jeunes, c'est beaucoup d'essayer de se redonner des lieux de rassemblement. Au niveau des aînés, c'est beaucoup au niveau de la sécurité, avoir des meilleures lumières de rue, avoir des trottoirs en meilleure qualité. Nous, on travaille tous nos projets maintenant en accessibilité universelle aussi. La première phase de travaux s'est opérée grâce à un coup de sonde et des consultations effectuées de 2019 à 2022 auprès de 1323 aînés de 55 ans et plus, ainsi que de 1328 familles. 8 axes d'intervention ont été ciblés. Le logement, le transport et le vieillissement de la population sont au cœur des préoccupations. Si on veut occuper notre territoire, ça va prendre du transport. Actuellement, on en a, mais on veut vraiment bonifier l'offre de services pour permettre à n'importe quel de nos citoyens, qu'ils soient aînés ou jeunes, d'aller s'installer dans une municipalité et être capable d'aller obtenir les services ailleurs. C'est sûr qu'une fois ou 2 fois l'an, on va s'asseoir, on va faire le topo de où est-ce qu'on est rendu. Est-ce qu'on a mis assez d'efforts sur cet objectif-là? Bon, on va se concentrer un petit peu plus là-dessus. C'est sûr qu'on réajuste le tir en faisant des suivis régulièrement. L'important, c'est de vraiment se suivre. Pour Michael, autiste qui est aussi maire de Tachereau, il est essentiel de redonner aux municipalités leur grandeur du passé. Moi, quand j'étais jeune, je ne suis pas si vieux, mais il y a déjà quand même une quinzaine d'années, on avait beaucoup de festivals, c'était vivant. On dirait qu'on a perdu un peu ça avec dans les 10-15 dernières années. Donc, on essaie de retravailler avec nos OSBL, entre autres, pour recréer ces gros événements-là forts. Là. Des changements vont donc s'opérer dans les 21 municipalités de la MRC, et ce, dès l'année prochaine. Les élus municipaux sont donc confiants de pouvoir freiner l'exode des jeunes et encourager les personnes aînées à une vie active dans leur communauté. Anthony Dallaire, RNC Nouvelles, La Sarre. Et d'ailleurs, en parlant de projets pour améliorer la qualité de vie des personnes âgées, eh bien, c'est un objectif que souhaite également l'initiative Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux, avec la présentation de son budget participatif aujourd'hui. Kimberly Hall était sur place pour le dévoilement. 32 000 seront investis dans le 3e budget participatif du Centre d'action bénévole et de la Table des aînés de Rouyn-Noranda. Le tout découle de l'initiative Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux, qui a pour but d'encourager les aînés à être plus actifs dans leur communauté. On souhaite vraiment agir à briser l'isolement, puis aussi également trouver des solutions à certains problèmes qui empêchent les gens de rester à la maison. Tu sais, dans un contexte de vieillissement, on dit c'est en mobilisant l'ensemble des partenaires, les jeunes et tout ça, autour des aînés, qu'on va réussir, dans le fond, à répondre aux besoins puis favoriser l'entraide intergénérationnelle. Pour cette édition, Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux souhaite recevoir des projets en partenariat avec des organisations du centre-ville afin de dynamiser davantage les quartiers ruraux. Pour faire des projets plus structurants et amener, dans le fond, l'urbanité en ruralité, puis la ruralité en urbanité, là, c'est en urbain, si on peut dire. Donc, il y a ce volet-là qui est une mise à niveau, si on peut dire, là, pour cette année. Durant le dévoilement, un résident de Clérici est venu parler de son projet de café-rencontre lancé lors de la première édition de l'initiative. Peu importe les personnes d'où ils venaient, ils pouvaient venir participer au café-rencontre, puis discuter avec tout le monde, puis faire des échanges de services qu'on pourrait avoir, ces choses-là. Puis les demandes, si des citoyens ou des personnes ont des demandes spéciales, bien, ils nous les font. Puis nous, on regarde voir si on peut leur donner le service qu'ils pourraient avoir de besoin. Puis ça a créé un lieu de rencontre qu'on n'avait pas avant. Pour cette résidente du quartier Montbéliard, son idée d'un bottin de service a porté fruit au fil des années également. La bibliothèque de Montbéliard, c'est inclus dans les services. Ils peuvent aller porter un livre, qu'une personne est en mobilité réduite, apporte le livre. Et entretien extérieur mineur et intérieur mineur aussi. Et la langue seconde, parce qu'il y a des personnes âgées qui reçoivent un formulaire ou un courriel, il est en anglais, puis ils ont un formulaire à remplir, ils ne comprennent pas. Les citoyens des 12 quartiers ruraux de Rouyn-Noranda sont donc invités à soumettre leurs idées jusqu'au 8 février prochain. Si le projet est accepté, la personne aura la somme nécessaire pour réaliser le projet. Kimberly Hall, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda.
On va parler de reconnaissance maintenant. Jacinthe Châteauvert est devenue mercredi soir la première lauréate du prix François Gendron. Cette récompense lui a été remise en raison de son implication depuis des décennies dans les divers comités environnementaux. Des organismes comme Recyclonor et le Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue. Et ce prix a été mis sur pied pour honorer le travail souvent bénévole des différents acteurs du milieu en Abitibi-Ouest. C'est donc dans une salle remplie de maires et mairesses que Mme Châteauvert a reçu cette distinction. Oui. Bien, ça démontre que les citoyens, ou en tout cas la reconnaissance de nos pairs, ça me démontre que je fais bien le travail puis que je dois continuer puis que ça m'encourage encore à continuer, bien sûr. Là. Madame Châteauvert, c'est une pelle d'avoir ça dans le milieu. Elle est déterminée, elle est passionnée. On passe en santé. Santé Canada a autorisé un vaccin mis à jour contre la COVID-19 de la société pharmaceutique Novavax qui a pour but de cibler le sous-variant XBB 1.5. Et ce nouveau vaccin Nuvaxovid est approuvé pour les personnes de 12 ans et plus. Le gouvernement fédéral souhaite également fabriquer le vaccin Novavax au Canada dans le centre de fabrication de produits biologiques du Conseil national de recherche à Montréal. Dans un autre dossier, plusieurs salles de spectacle du Québec vont demander plus de financement au gouvernement du Québec afin de les aider à continuer leurs opérations. Et Johan, c'est encore l'inflation qui est notamment en cause. Oui, bien, c'est que comme c'est le cas là, un peu partout, les coûts de production augmentent. Là, je discutais plus tôt aujourd'hui avec la directrice générale de l'organisme Rideau, qui représente plusieurs salles de spectacle au Québec et qui est surtout à l'origine de cette demande. Et elle m'expliquait que bien, la rentrée d'argent pour la majorité des salles de spectacle, elle se fait avec la vente de billets, mais ce ne serait pas raisonnable d'augmenter le prix des billets au même rythme que leurs dépenses augmentent. Et ici, en Abitibi-Témiscamingue, bien, les salles de spectacle n'y échappent pas. Il y a un enjeu qui se rajoute, c'est la distance que doivent parcourir les artistes. Là, une tournée en Abitibi-Témiscamingue ou dans le nord du Québec, et ça coûte cher. Et ça peut décourager certaines vedettes de se déplacer. Mais ce sont ces vedettes-là qui vendent le plus de billets et surtout pour qui les billets peuvent être vendus plus cher. C'est très préjudiciable pour les plus petites salles parce que si elles comptaient sur des artistes qui font des très bonnes billetteries, donc des vedettes, mettons, des vedettes de l'humour, de la chanson, pour eux, c'est important parce que ça permet d'aller dégager des surplus. Donc, si ces petites salles-là, sur le moyen terme, ne peuvent plus compter sur ces bonnes billetteries-là, ça va être extrêmement difficile pour eux. Ils ne peuvent pas survivre en faisant que des artistes locaux ou des artistes de relève. Là, c'est impossible. Puis un autre point qu'il faut comprendre, c'est que les salles de spectacle en Abitibi-Témiscamingue, bien, ce sont des salles qu'on dit pluridisciplinaires. Donc, ce ne sont pas seulement des pièces de théâtre ou des concerts, là, vous le savez, là, qu'on va avoir, par exemple, au Théâtre du Cuivre, au Théâtre des Escars. Il y a de l'humour, il y a de la danse. Il y a des festivals aussi. Écoutez, il y a même de la lutte là, cette fin de semaine à Amos. Là. Donc, c'est ce type de salle-là qu'on retrouve en région. Et c'est ce type de salle qui a accès à moins de subventions à la base et donc qui se retrouve aujourd'hui en plus grande difficulté. Ces salles de spectacle ont besoin d'aide structurelle. Là. Et la diffusion plurie, qui est comme... La diffusion plurie, c'est celle qui avait le moins de subventions. Vraiment beaucoup, beaucoup moins, mais pour des raisons qui s'expliquent. Puis là, qui a besoin d'un coup de main parce qu'on ne peut plus aller chercher au niveau de la vente de billets. On ne peut pas passer un billet de 48 à 88 ou de 88 à 160. Là. Donc, les salles de spectacle vont déposer leur demande de subvention pour les 4 prochaines années. En février prochain, c'est 7,7 millions qui seront demandés au gouvernement pour les salles pluridisciplinaires. Un dossier à suivre dans la région. Merci, Johan. Au plaisir. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurance de personnes et assurance collective. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Le groupe de rock Extérieur vient fêter leurs 30 ans de carrière ici dans la région et ça se passe au QG de Rouyn-Noranda ce soir. Notre chroniqueuse culturelle nous dévoile le tout après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 26 novembre, le comité de la parade de Noël de la Sarre a mobilisé 70 entreprises et animé plus de 2000 résidents d'Abitibi-Ouest dans un projet réjouissant et participatif. La création d'un climat animé et de coopération stimule la participation et l'attraction à demeurer et consommer sur le territoire. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
La chronique culturelle vous est présentée par Bruno et Jasmin Leclerc, denturologistes. Des cliniques à la fine pointe de la technologie pour vous servir à La Sarre et à Amos. Stéphanie, les amateurs de musique rock ont été heureux d'apprendre qu'un groupe qui a marqué les années 2000 fait son grand retour dans la région. Oh que oui, vous l'avez entendu, hein? Ça pogne des dents, des whippets fondants. Peut-être que ça vous sonne une petite cloche, Mélissa. Je crois que c'est l'hymne national de la France. Peut-être que je me trompe, hein? Donc, si vous êtes des adeptes de l'époque de Musique Plus comme moi, bien, je vous le dis tout de suite, vous allez être très, très, très heureux d'apprendre qu'après 5 ans d'absence, le groupe Extérieur vient d'annoncer leur grand retour sur la scène du QG de Rouyn-Noranda. Les gens sont invités le 25 mai 2024 pour célébrer leur 30e anniversaire. C'est pas rien. Les billets sont déjà en vente et partent comme des petits pains chauds. On vous promet toute une soirée enflammée où plusieurs générations seront du rendez-vous. On a des fans qui nous suivent, qui sont vraiment assidus à la carrière d'Extérieur depuis, on va dire, 2003. Depuis la sortie de Vous êtes ici, ce qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là, ben, ils ont des enfants. Puis c'est pas rare que tu arrives en show, puis tout d'un coup, tu vois quelqu'un dans la foule, puis tu reconnais le visage, mais hop, il y a des petites jambes à côté, puis c'est leurs enfants, puis eux ont leur chandail des parents qu'eux avaient acheté à l'époque. À toutes les fois qu'on a joué au quartier général, c'était super le fun. Il y avait du monde au bout, ça tripait. Le monde de Rouen sont pas regardants, sont bien accueillants. Puis pour vrai, on a vraiment hâte de revenir, là. Et Stéphanie, la Fondation Santé de Rouyn-Noranda poursuit ses tirages avec son grand prix de plus de 37 000 $. Oui, le tirage de la Fondation Santé de Rouyn-Noranda est lancé depuis le début de décembre pour les intéressés. On désire amasser de l'argent pour la Fondation hospitalière de Rouyn-Noranda, mais également celle de Val-d'Or. La cagnotte s'élève maintenant à plus de 37 000 $ pour le mois de décembre. Et c'est le 1er janvier que le gagnant du 50-50 va amasser la moitié de la somme récoltée et l'autre moitié ira justement aux fondations. Mais comme ce n'était pas assez, Mélissa, pendant tout le mois de décembre, ce sont 3 gagnants qui ont remporté 1 000 $ avec les tirages bonus. Le prochain aura lieu le 20 décembre et c'est une belle manière de pouvoir remporter gros pour la bonne cause. Le principe ultra simple, les gens achètent des billets, le montant grimpe, plus qu'il y a de gens, plus que le montant est élevé. À la fin, en fait, il y a un tirage, 50 % s'en va aux gagnants, 50 % s'en va aux fondations. L'argent reste ici, c'est vraiment pour les gens d'ici, pour la région de l'Abitibi-Témiscamingue. C'est la santé, en fait. C'est soigner chez nous, c'est toujours améliorer les services et les soins pour les gens d'ici. Et pour terminer, c'est ce soir que l'auteur-compositeur-interprète Jonathan Roy foule la scène du Théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. Il nous présentera son 6e album inspiré de son voyage en Californie, Life Distortion, et sera demain au Théâtre Télébec de Val-d'Or. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent spectacle. Merci Stéphanie. C'était le 4e duel de la 117 de la saison dans la LHJMQ. Et on fait un retour sur les matchs entre les Huskies et les Foreurs. Et on vous dit qui l'a remporté dans un instant. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. 2230 spectateurs étaient réunis hier à Rouyn-Noranda pour le match des Huskies contre les Foreurs. Notre journaliste Alexandre Cabana était sur place. Voici le retour sur la soirée. C'était le 4e duel de la 117 dans la LHJMQ cette saison. Pour l'occasion, les Huskies recevaient les Foreurs à l'Arena Glencore et ils étaient vêtus de leur plus bel habit noir et mauve en soutien à la lutte contre le cancer. Les Foreurs ont gagné jusqu'ici leurs 3 matchs contre les Huskies cette saison. Dès le début du match, la meute est en feu. Bill Zonon est laissé seul dans l'enclave et marque le premier but. Le premier trio des Huskies, mené par le joueur de la semaine dernière dans la LHJMQ, Antonin Véraud, est tout à fait dominant. Les Huskies sont partout sur la glace en première période. François-James Buteau marque son 2e but de la saison avec un tir qui se faufile jusque dans le but. Peu de temps après, Louis-Philippe Fontaine se joint à la fête avec un superbe tir sur réception. C'est 3-0.
C'est un début de match rêvé pour les Huskies qui cumulent 40 tirs au but après seulement 2 périodes. On s'attendait à tout un duel de gardiens et c'est exactement ce qui s'est passé. William Rousseau dit non, mais c'est le gardien des Foreurs, Émile Beaunoyer, qui vole la vedette avec plusieurs arrêts importants. La tenue du gardien de Val-d'Or offre la possibilité à son équipe de rester dans le match et il ne passe pas à côté. Nathan Drapeau marque son 4e en avantage numérique et Alexandre Guy a tout le temps qu'il faut pour déculotter Rousseau. Mais la remontée sera en vain. Qui d'autre qu'Antonin Véraud pour sceller le débat dans une cage laissée vide? Il en est déjà à 46 points en 31 matchs, bon pour le 4e meilleur pointeur de la Ligue. L'entraîneur-chef des Huskies, Martin Dagenet, se dit satisfait de l'effort de son groupe. Je vous laisse entendre ses commentaires ainsi que ceux de l'entraîneur adjoint des Foreurs qui a remplacé Maxime Desruisseaux hier soir. Intensité, côté énergie, c'est certain que c'était dur à battre. Très bon début de match. 3-0 après une période. T'sais. Donc, c'est le fun comme entraîneur de voir ça, qu'on a fait du progrès, qu'on continue à s'améliorer. C'est-tu les Foreurs qui n'avaient de mauvaise dans le système? C'est possible aussi. On va voir ça le 30 quand on s'en va là-bas. Mais tu sais, il faut que je donne crédit au jeune Beaunoyer. Il a été très bon. Même 2-3 échappés. Il a été laissé à lui seul à quelques occasions, puis il a fait des grosses arrêts. Nous, ça nous a pris du temps à s'ajuster un petit peu, mais on n'a pas lâché. Puis notre gardien nous a gardés dans le match, puis nous a permis d'avoir espoir d'en revenir dans le match. Là, les duels de la 117, c'est des duels autant importants pour nous que pour les Huskies. C'est sûr qu'on va apporter quelques ajustements, mais on va continuer de garder notre identité, jouer dans notre identité, puis on va être prêt là, lors du prochain match là, durant le temps des fêtes. Les deux équipes seront de retour en action 2 fois plus tôt qu'une cette fin de semaine. Ils recevront coup sur coup l'Armada et le Phoenix vendredi et samedi soir. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. D'ailleurs, en parlant de LHGMQ, la Ligue change de nom et sera désormais appelée Ligue de hockey junior maritime Québec. Le nouveau nom vise à représenter les 6 équipes des maritimes dans l'identité de la Ligue. L'abréviation et le logo français du circuit Cecchini demeurent toutefois les mêmes. On reste dans le monde du hockey. Les Forestiers n'ont pas été en mesure de répéter leur succès d'hier au challenge CCM M18 3A à Châteauguay. Les hommes de Sean Lanou se sont inclinés 4-1 contre les Flyers de Moncton plus tôt ce matin. Adam Lemay a été le seul marqueur des Amossois. Le gardien Jean-Simon Marcil a quant à lui réalisé 22 arrêts dans la défaite. Demain, les Forestiers disputent leur dernier match de la ronde préliminaire contre les Albatros du Collège Notre-Dame à 14h. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre. Avec la plus grande variété de camions en région, Nicole Auto de la Sarre, capitale régionale du pick-up. À la météo, Stéphanie, le ciel se couvre de nuages pour ce soir et cette nuit. Oui, et on a même eu droit à un beau coucher du soleil. C'était tout rose, c'était tout beau, mes amis. Écoutez, en ce qui a trait ce soir et cette nuit, on a quand même plus 1 degré au nord, 2 degrés au sud. Demain, ce sont des ennuagements tôt le matin pour l'ensemble des secteurs avec 30 % de probabilité d'averse de pluie ou de neige en après-midi avec un maximum de plus 4 et un aperçu maintenant pour samedi en Abitibi, alternance de soleil et de nuages, maximum de moins 2. Au Témiscamingue, on a des nuages avec moins 1 degré. Passez une excellente soirée. Merci Stéphanie. Et merci aussi à vous d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouve demain dans les capsules d'information régionale et au bulletin de midi. Bonne soirée et à demain.